Et donc, on va terminer cet après-midi studieuse et très riche de travaux et de présentations sur les questions de formation et d'intégration de l'activité en ville avec l'intervention de Raphaël Besson. Alors Raphaël Besson, on le connaît tous, hein, il était notre... Ah, si, quand même, un des grands experts de l'Europan et autres. Il est fondateur des villes innovation et expert en sociologie et en économie urbaine. Donc voilà, on t'écoute, Raphaël. Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour toutes ces présentations. Peut-être, voilà, c'est bon, le PowerPoint alors je vais plutôt me mettre là, parce qu'il faut que je vois en même temps le PowerPoint. En fait, ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai regardé un peu tous les cas qui étaient présentés hier, et j'ai essayé de voir ce que ça nous a raconté sur ce que ça ouvrait sur de nouvelles perspectives pour le développement territorial et le développement urbain. Et il m'a semblé qu'il y avait 3 pistes qui étaient esquissées par ces différentes présentations. D'abord, cette idée, au fond, de réfléchir à peut-être de nouvelles formes d'entrepreneuriat, réfléchir sur des formes d'entrepreneuriat de territoire. L'autre point, c'était aussi réfléchir à de nouveaux modèles d'apprentissage, on en a beaucoup parlé, et notamment à travers cette notion de territoire apprenant. Il y a certainement des choses à creuser de ce point de vue. Et puis, dernier point que je vais développer, c'est cette idée, au fond, de vraiment penser les tiers-lieux comme des outils de régénération des territoires, pas juste comme des outils qui, à un moment donné, vont permettre de répondre à des mutations de l'activité économique en créant un nouvel espace de travail partagé, mais des espaces qui vont être véritablement proactifs dans la régénération des territoires et notamment dans leur action sur les questions transitionnelles. Alors, premier point, alors pour passer les diapos, ah ben voilà, je vais prendre ça aussi. Hop. Donc cette idée de repenser l'entrepreneuriat vers un entrepreneuriat de territoire. Alors, juste le cadre, il me semble que ça fait écho à pas mal d'auteurs, dont Karl Polanyi, bon, c'est un auteur dont je suis relativement fan, donc dès que je peux le caler, je n'hésite pas, qui nous parle en fait de la critique, toute sa critique sur le désencastrement de l'économie et le besoin de réencastrer l'économie dans les problématiques sociétales, culturelles, mais aussi territoriales. Il y a aussi un anthropologue, Michel Ferrari, qui s'est, lui, à analyser la réussite de la Silicon Valley au regard de la capacité des entrepreneurs à nouer des proximités relationnelles, à travailler en confiance, à diffuser des informations tacites, bref, que des éléments qui font finalement, qui sont souvent extérieurs par rapport à l'analyse économique classique. Et puis vous avez des travaux plus récents, je pense à Éloi Laurent, notamment aussi Romain Slitzine, qui nous parle d'économie et notamment de cette notion d'entrepreneuriat de territoire. Alors pour atterrir au-delà de ces différents ouvrages, il y a un projet qui me semble véritablement incarner cette idée d'entrepreneuriat de territoire. C'est le projet donc Valence Romand, capitale des startups de territoire. Donc ce projet, en fait, il s'est développé en 2018. L'origine, oui, c'est ça, c'est plutôt 2018. Donc à Valence Romand, avec cette idée. Donc c'est un projet qui est porté par le groupe Archer, et cette idée, au fond, de réunir. Donc ils ont réussi pendant une soirée à réunir à peu près 1500 acteurs de leur territoire, à la fois des entrepreneurs, des associations, des citoyens, des grands groupes aussi d'entreprises, et de les faire travailler ensemble avec tout un système de petits workshops autour de grands défis en fait, qui se posaient par rapport au territoire de Valence-Romand. Et finalement, cette soirée d'idéation a été extrêmement productive, et ça a créé en fait ce qu'ils ont appelé des startups de territoire. Alors les startups de territoire, ils définissent ça comme une startup qui est une initiative citoyenne entrepreneuriale qui répond à un besoin de territoire et qui cherche à avoir un impact économique, social, environnemental et territorial. Donc cette démarche de start-up de territoire, ça a donné lieu à la construction d'un projet et notamment à la réponse d'un projet, donc du projet TIGA, Territoire d'innovation de grande ambition. Donc ils ont été lauréats de ce projet. Et aujourd'hui, donc c'est un projet qui se développe avec un premier bilan qui a été effectué de cette démarche en fin 2021, avec la création donc, de 43 startups de territoire, d'une centaine d'emplois, des projets d'investissement qui sont déployés sur le territoire, et puis aussi toute une série, on va dire, d'ateliers, de moments particuliers qui permettent de dynamiser, d'animer cet écosystème territorial. Juste quelques exemples de startups de territoire qui ont été créées. Vous avez notamment Bed in Shop. Donc Bed in Shop, c'est cette idée de répondre à une problématique donc, de ces villes moyennes, de ces boutiques vacantes, notamment en centre-ville, et donc de réfléchir à des possibilités de réactiver ces boutiques vacantes avec, là, l'idée, c'est de créer des logements
pour du tourisme d'affaires ou du tourisme de loisirs dans ces boutiques vacantes et de travailler avec les ressources locales pour aussi réaménager ces espaces-là. Vous allez avoir un projet Voisiwatt qui consiste à produire donc de l'énergie électrique à partir donc de panneaux photovoltaïques, donc de créer des espèces de centrales décentralisées de production. Vous avez la Cité de la Chaussure qui est une forme de tiers-lieu, où là du coup c'est vraiment cette idée de trouver des solutions par rapport à Romans qui était en crise économique par rapport à la production de chaussures, de trouver de nouvelles solutions et donc de faire coopérer des micro-unités de production du territoire dans la Cité de la Chaussure. Donc vous avez une unité de production qui accueille 5 entreprises et puis d'avoir aussi une boutique mutualisée tout en ayant à proximité un espace de restauration, de valorisation des produits locaux et puis l'office du tourisme. Je finis juste, 2 autres exemples. Je pense aussi à la ceinture verte, où là, c'est toute une réflexion d'acteurs qui se disaient, finalement, ce qu'il nous faut pour valoriser la production, notamment agricole, biologique, c'est de créer des espèces de kits de ferme, où tout est déjà quelque part préparé, en fait, pour accueillir des personnes qui souhaiteraient travailler dans ce champ-là, et donc d'essayer de développer ces espèces de fermes de proximité promouvant le maraîchage biologique. Donc voilà ce type de projets, en tout cas qui sont issus de la démarche start-up de territoire, avec véritablement cette idée de promouvoir, non pas un entrepreneuriat individuel, essentiellement voué à des intérêts purement égoïstes et purement économiques, mais essayer de réfléchir à des formes d'entrepreneuriat en collectif qui, d'une part, répondent à des problématiques essentielles du territoire, mais qui, par ailleurs, créent effectivement des activités qui, potentiellement, et c'est ça leur hypothèse, génèrent aussi des formes de création de valeur extrêmement pertinentes et intéressantes pour l'avenir. Je pense aussi à un deuxième champ qui me semble extrêmement intéressant et par rapport à mon avis, quelque chose qu'on retrouve dans vos différentes présentations, c'est cette idée de repenser les formes d'apprentissage et notamment tout ce qui se déploie aujourd'hui autour de la notion de territoire apprenant. Donc vous avez notamment Luc Gwadzinski qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Vous avez Tadei dans le laboratoire du CRI qui travaille sur ces problématiques aussi d'écosystèmes apprenants. Et puis on a travaillé aussi pour l'AFD là sur l'identification d'écosystèmes apprenants en Afrique. En fait, il y a toute une réflexion qui tend à dire, et c'est aussi l'UNESCO, l'AFD, enfin voilà, il y a un certain nombre d'auteurs et d'institutions qui réfléchissent à ça, qui se disent que finalement, nos systèmes éducatifs traditionnels ne sont pas adaptés pour répondre aux problématiques transitionnelles. Et notamment pour former des individus en capacité de se réinventer et d'inventer en permanence des solutions nouvelles vis-à-vis d'un monde qui connaît une espèce de crise sans fin. Donc une véritable réflexion pour essayer, à côté des systèmes d'éducation traditionnels, de penser des modèles d'apprentissage qui permettent de gérer ces transitions. Donc il y a des réflexions pour dire qu'il faut territorialiser finalement les expériences éducatives, les ancrer localement dans le territoire. Il faut créer des formes de communautés apprenantes, parce que c'est en créant des écosystèmes apprenants qu'on pourra à un moment donné effectivement faire se rencontrer les différents types de savoirs sur un territoire, des savoirs académiques, des savoirs liés à des entrepreneurs ou des savoirs plus profanes et d'usage. Et puis réfléchir finalement à des nouveaux modèles d'apprentissage, donc on en a parlé tout à l'heure, à savoir de nouvelles compétences, apprendre par le faire, apprendre à coopérer, ce qui est quelque chose d'éminemment complexe et en plus suite à peu près 30-40 ans de modèles basés sur les questions de compétitivité, on a beaucoup effectivement de difficultés à penser cette notion de coopération. Apprendre par les arts et la culture, c'est-à-dire amener les individus aussi à être imaginatifs, à pouvoir inventer de nouveaux imaginaires, de nouvelles solutions vis-à-vis de problèmes complexes. Et enfin, apprendre par l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat pour le coup de territoire. Donc là, il y a une ville qui me semble aussi extrêmement intéressante, qui est la ville d'Istres, qui réfléchit en fait sur deux projets et 2 sites. D'abord, l'évolution du centre, donc du CEC, Centre éducatif et culturel Les Heures Claires, qui réfléchit parce que le collège en fait va être déplacé et donc ils essayent de voir comment est-ce que finalement ce site-là peut proposer des formes d'apprentissage mais dédiées aux transitions. Et puis vous avez aussi le site AFPA qui se transforme en village AFPA et qui développe à peu près le même type de réflexion, en se disant que finalement la formation professionnelle elle doit être aussi inscrite dans son territoire, qu'il faut à un moment donné travailler sur des formes de compétences douces de ces apprenants et donc les insérer et les inciter aussi à participer à des activités sociales, des activités de territoire, des activités culturelles du territoire. Et
avec cette idée aussi d'ouvrir ces espaces de formation et au fond de créer des formes de tiers-lieux apprenants. Donc vous avez ces deux exemples, que ce soit le village AFPA, que ce soit aujourd'hui les réflexions liées, donc le village AFPA qui est à gauche, et puis le CEC, le centre éducatif et culturel d'Istres à droite. Et donc des réflexions pour faire transformer les modèles d'apprentissage de ces espaces-là et de travailler davantage selon une logique de territoire apprenant. Et notamment le centre éducatif et culturel d'Istres a été un des sites qui a été travaillé plus particulièrement par Europan avec différents types de propositions qui ont été faites. Je pense notamment à la création d'une manufacture populaire dédiée au réemploi, à la réutilisation de matériaux, donc à la fois un espace de production mais aussi de formation. Puis un autre projet qui est le projet EcoRestart, qui lui s'est intéressé aux zoostères marines, qui sont en fait des algues qui sont produites dans les thons de berre, pardon. Et avec cette idée de créer là un centre de production, parce que ces algues en fait auraient des intérêts extrêmement, enfin des vertus pour régénérer les écosystèmes naturels et donc aussi en faire un espace de formation dédié à ces écosystèmes. Juste, ça c'est plus de la promo pour vous dire deux choses, parce que je bosse aussi dans le labo des tiers-lieux, donc cet espace d'éditorialisation quelque part de ce que font et ce que racontent, ce que produisent les tiers-lieux. Il va y avoir un dossier, normalement il est sorti sur justement les tiers-lieux apprenants et éducatifs, je crois qu'il vient tout juste de sortir, et puis un colloque qui va se tenir à la Belle de Mai, la Friche Belle de Mai à Marseille le 17 mai 2022, sur justement ces tiers-lieux apprenants et culturels et leur capacité à un moment donné à participer à la création de ces territoires apprenants. Et puis, troisième chose qui me semblait intéressante, c'était vraiment de considérer cette fois les tiers-lieux, ce que je vous disais, comme des outils de régénération de ces territoires. Donc pas simplement comme des outils qui s'adaptent aux transformations du monde, aux transformations de l'économie, mais des espaces qui deviennent proactifs pour à un moment donné à la fois agir sur les transitions, mais aussi devenir des espaces d'activation et de valorisation de ressources locales. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a commencé à mener avec notamment la Caisse des dépôts et consignations à l'époque, donc c'était il y a 5-6 ans, sur les écosystèmes régénératifs, en disant finalement il y a des territoires ruraux qui fonctionnent plutôt bien d'un point de vue économique, et on est incapable de comprendre les raisons pour lesquelles ces territoires fonctionnent bien. C'est-à-dire que si on analyse ces territoires, on regarde des filières économiques, des secteurs d'activité, du niveau d'infrastructure, des choses comme ça, a priori ces territoires devraient être dans des situations économiques extrêmement difficiles. Donc on a travaillé à comprendre ces territoires et on a identifié un certain nombre de fonctions qui étaient présentes systématiquement dans ces territoires ruraux, et notamment des fonctions donc d'avant-garde, de capteurs, de thématiques. Et ces tiers-lieux, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait très souvent des tiers-lieux dans ces territoires, et donc jouaient des fonctions essentielles dans ces écosystèmes régénératifs. Alors d'abord, en termes de fonctions d'avant-garde, c'est ce qu'on appelle, l'avant-garde, c'est au fond cette idée de créer un espace qui, à un moment donné, soit ouvert aux idées nouvelles, qui introduisent dans le territoire de nouvelles idées qui n'étaient pas, en tout cas, présentes antérieurement. Il y a cette idée de créer un espace capteur, donc c'est cet espace d'expérimentation. On va procéder par essai-erreur, on va avoir le droit à l'échec, et donc ce qui permet de créer ces formes aussi, à un moment donné, expérimentales et potentiellement de générateurs de projets d'activité. La thématique, c'est cette idée qu'au fond, il y a un besoin aussi de construire un nouveau récit sur les territoires, et notamment sur ces territoires de faible densité ou ces territoires ruraux. On va prendre le cas de Digne-les-Bains juste après, mais très souvent dans ces territoires ruraux, il y a cette idée que c'est des territoires enclavés, c'est des territoires qui sont pas connectés à des métropoles, c'est des territoires qui sont pas dotés d'infrastructures, donc il y a une espèce d'autoflagellation de la part de ces territoires, et il y a à un moment donné une mise en récit, un nouveau récit à inventer, et ces tiers-lieux, justement, sont des espaces extrêmement propices pour réinventer ces récits-là. Et puis l'amplificateur, c'est au fond cette idée qu'autour des tiers-lieux, il y a toute une espèce d'offre de service, pas forcément formalisée, qui peut être formelle ou informelle, mais qui permet effectivement de passer de l'idée à la co-construction quelque part de projets d'entrepreneurs de territoire. Donc ça, c'est ce qu'on a un peu observé donc dans le cadre de PopSud Territoire, dans le cadre d'une recherche sur les petites villes à Digne, qui, au fond, a développé une stratégie de tiers-lieux avec 3 tiers-lieux principaux. Dignapolis, un espace de coworking, le développement d'un living lab santé et bien-être au sein de la maison de la santé, et puis la maison de santé, et puis le développement d'un tiers-lieu culturel
au sein d'un ancien cinéma. Et donc, ce qu'on a montré à travers tout un travail d'auto-évaluation qu'on a fait avec les parties prenantes du territoire, c'est que certes, il y avait le début d'un certain nombre d'impacts directs de ces tiers-lieux, notamment sur le développement d'un certain nombre de projets innovants et un impact plus léger quand même sur la question de la création d'emplois. Mais surtout, ce qui nous a intéressé, c'était de constater qu'en termes d'externalité, c'était extrêmement important. Et donc, avec plusieurs types d'externalités, d'abord, c'est ce que je vous disais, cette idée de penser le développement digne, pas simplement à travers une forme de dean bashing, c'est un territoire trop enclavé, c'est une ville administrative, incapable de, à un moment donné, se saisir des transformations de notre monde, mais c'était la possibilité de pouvoir réinventer une forme de développement. Et là, ce qu'ont permis, en tout cas, ces tiers-lieux, c'est de participer à l'invention d'un territoire de bien-être. Qu'est-ce que ça peut signifier? Et du coup, ça a permis de faire travailler ensemble un ensemble d'acteurs qui ne travaillaient pas auparavant en commun, de faire travailler ensemble à la fois l'administration, les entrepreneurs du territoire, les activités culturelles, le tourisme et puis aussi les activités de santé et de bien-être. Donc ça a été un point extrêmement important. Et donc ça a stimulé aussi tous les processus coopératifs du territoire. Dernier point qui nous semblait assez intéressant, c'était sur la gouvernance. C'est-à-dire que ça a permis à la ville de Digne-les-Bains et puis aussi à Provence-Alpes-Agglomération d'éprouver d'autres formes d'action publique, de sortir quelque part d'une logique de politique publique extrêmement descendante, essentiellement pensée en silo, mais essayer à un moment donné de penser une action publique en expérimentant, en procédant par essai-erreur, en intégrant dans le design même des politiques publiques aussi les usagers, les entrepreneurs du territoire. Donc des externalités en tout cas extrêmement intéressantes produites par cette stratégie de tiers-lieu de Digne-les-Bains. Donc voilà pour cette présentation, en tout cas pour ces 3 points qui me semblent plutôt intéressants et à mon avis des pistes extrêmement stimulantes pour penser encore une fois le futur développement territorial. Très bien. Merci Raphaël. Il conclut très bien la journée parce que tout est sur une sorte de dynamique assez extraordinaire. On voit qu'il y a vraiment un espoir assez fantastique, je trouve, dans ces tiers-lieux dont personne ne sait vraiment ce que c'est, à vrai dire. Parce que ça peut être tout, parfois un peu n'importe quoi, mais surtout, c'est le tout qui est intéressant. Ça peut... Et là, l'exemple de Distre, il est particulièrement intéressant. Je le dis juste pour les gens qui n'avaient pas suivi l'Europan. C'est quand même de patrimoine moderne, des architectes de l'atelier de Montrouge qui avaient imaginé un lieu modulable, déjà modulable, à leur époque. Donc, on voit bien comment on passe dans une autre transition, et là, aux gens de s'en emparer par du contenu, par des programmes, par de l'innovation sociale et culturelle, enfin tout ce qu'on veut. Donc, formidable. Merci Raphaël. Ouais. Ravi de donner un peu d'espoir. Merci beaucoup. Il nous revient de clôturer cette après-midi de discussion et de présentation. Effectivement, on comprend à vous entendre tous que on ne sait pas très bien ce qu'est un tiers-lieu, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un lieu alternatif. L'idée, c'est que finalement, ça vient répondre à des questions nouvelles sur lesquelles les modèles anciens n'avaient pas forcément fourni les réponses. Et donc, quelle que soit la question qui est posée, c'est une autre manière d'y répondre. Et on voit avec ces derniers exemples que ça peut couvrir des réalités très différentes. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. On va terminer avec un petit film d'une dizaine de minutes qui a été tourné dans le cadre justement d'une recherche embarquée sur les petites villes PopSu, mais celle-là sur une très petite ville de 700 habitants qui s'appelle Arvieux, au sud du Massif central, et qui a fait du numérique un levier de redynamisation locale. Et à vous donner rendez-vous pour la dernière session de cette saison autour de la ville active, et cette fois autour de la production, et notamment du retour de l'industrie dans les petites et moyennes villes. Une séance qui se tiendra le 30 juin, si je ne dis pas de bêtises, après-midi, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, en présence de Francis Rambert, de Roland Bouchal-Blaiseau et de moi-même, et bien sûr également en ligne, comme chaque fois, puisqu'on a
favoriser désormais ce système hybride qui permet d'avoir plus d'auditeurs. Et vous retrouvez évidemment toutes ces conférences en replay également. Il y a maintenant une assez belle collection puisqu'on termine la 3e saison après 2 autres consacrées à ces différentes questions de revitalisation urbaine. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dis à bientôt. Merci à nos intervenants. Merci, au revoir.